controverse sur la mort d'une jeune fille. Voilà ce dont il va être question dans le cadre de cet enregistrement. Vous allez avoir des images d'articles que vous allez voir à l'écran dans les prochaines minutes. En fait, depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, il est question abondamment de la possibilité qu'une jeune fille soit décédée récemment après avoir reçu une injection. Donc, ça fait vraiment débat. Il y a eu beaucoup de commentaires en lien avec ça, de partage aussi d'écrits. Et je voulais commenter cela. Donc, ça, c'est par rapport à une jeune fille ici au Québec. Donc, dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, en fait, je n'utiliserai pas le mot qui commence par V, mais je vais parler plutôt d'injection à la place, tout simplement. Donc, quand je vais faire la lecture d'articles et je vais commenter, je vais employer le mot injection. Donc, je vais commencer, comme sans doute beaucoup d'entre vous, en allant sur Facebook. Est apparu parmi les différents messages auxquels j'ai accès, celui de personnes qui parlent du décès d'une jeune fille de 15 ans, élève de l'école Louis Riel à Montréal, donc ici au Québec, au Canada, et qui serait morte suite à l'injection. Donc, il y a beaucoup de messages comme celui-ci où il est question, il y a des gens qui disent qu'elle aurait eu un malaise cardiaque suite à l'injection. Et pour donner de l'autorité aux propos, on met ici en pièce jointe une lettre aux parents de l'école, donc qui s'adresse aux parents de l'élève en relation avec le décès de la jeune fille. Et si vous lisez la lettre, vous pouvez voir que c'est marqué nous avons appris le décès d'une élève, puis on dit suite à un malaise physique ressenti hier après-midi à l'école. Donc, on ne donne pas la cause. On ne dit pas dans la lettre qui est envoyée aux parents pour leur expliquer la situation qu'à quelque part, la jeune fille est morte de l'injection. Non, pas du tout. On parle pas, on dit pas ça. Donc, il faut faire attention pour pas dans le fond, en venir trop vite à des conclusions. C'est sûr que quelqu'un qui est opposé à l'injection peut avoir comme préjugé que c'est nécessairement ça, alors qu'il peut avoir d'autres raisons. Par contre, l'autre polarité, d'en venir rapidement à la conclusion que c'est pas ça, alors qu'il n'y a pas eu d'autopsie qui a été faite par rapport à l'élève, ça me semble guère mieux. Donc, si vous allez sur le site de TVA Nouvelles, ils ont écrit un article en lien avec la jeune fille qui s'intitule « Désinformation sur les réseaux sociaux ». Donc, l'injection n'avait rien à voir avec la mort d'une ado. Donc, d'affirmer comme ça, comme vous voyez à l'écran, que dans leur titre, ça n'a aucun rapport avec l'injection. Puis là, vous lisez l'article qui date du 10 septembre 2021, vous commencez à le parcourir. Et vous voyez tout en bas de l'article qui est marqué ceci. Donc, je le pointe en bleu devant vous pour attirer votre attention sur cette information qui est quand même capitale. Le bureau du coroner a confirmé que le décès de l'adolescente fait l'objet d'une investigation afin de faire la lumière sur ses causes et les circonstances exactes. Donc, finalement, on laisse entrevoir si on s'arrête juste au titre, parce que des fois, les gens lisent rapidement les articles, moi-même. Fait que là, si on s'arrête juste au titre, ça n'a aucun rapport avec l'injection. Donc, si je pense à des personnes comme par exemple ma grand-mère qui est plus âgée et qui a de la difficulté à voir l'article, donc si elle fait juste lire l'entête de l'article qui est écrit plus gros, ça donne comme information que non, il n'y a aucun lien par rapport à l'injection à l'égard du décès. Alors que si vous lisez plus bas, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, ils ne savent pas en réalité parce que ça va prendre une enquête du coroner, donc qui va analyser le corps décédé pour en venir à identifier c'est quoi la cause, qu'est-ce qui a fait que la jeune fille est morte. Donc, de dire trop rapidement que la jeune fille est morte suite à l'injection ou au contraire de dire non, ça n'a aucun rapport avec l'injection. Dans les deux cas, c'est des comportements polarisés d'un côté comme de l'autre, alors qu'en réalité, ce qui va nous permettre de connaître c'est quoi qui s'est passé sur le plan concret, expérimental, ça va être
dans le fond, l'autopsie qui va être faite là, par rapport à la jeune fille. Là. Donc, s'il y en a une qui va nous permettre de savoir vraiment là, qu'est-ce qui est arrivé d'elle pour ne pas sauter trop rapidement aux conclusions d'un côté comme de l'autre. Parce que là, présentement, il y a une polarisation très grande là, sur les médias officiels et les médias sociaux, parce que là, comme vous voyez, c'est très contradictoire. Ce qui est présenté comme information et le danger, ben, c'est de croire une ou l'autre des informations, puis là, avoir une opinion polarisée, puis de propager ça à d'autres personnes. Alors que dans ce cas-ci, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est vraiment, ben, ça va être à travers une autopsie qui va être faite par un coroner. C'est sûr que je serais curieux de connaître les résultats lorsque ça va se faire, mais est-ce que les résultats vont être diffusés publiquement par la suite? Ça, c'est une autre question. Sinon, en lien avec ce cas, ben, ce que je voulais mentionner, c'est que j'ai apprécié là, l'article de Radio-Canada qui a été écrit. Donc, ado décédé à l'école Louis Riel, un cas typique de désinformation. On fait une analyse de la situation. En fait, cet article-là, comme les autres auxquels je fais allusion depuis tantôt, vous allez pouvoir les retrouver en bas de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, en lisant l'article, ce que j'ai apprécié de celui-ci de Radio-Canada, c'est que c'est un peu plus nuancé là, que TVA et ce qu'on nous dit, c'est que, dans le fond, par rapport à ça, de nombreux lecteurs avaient écrit au décrypteur pour avoir leur juste alors que l'histoire circulait abondamment dans les réseaux sociaux. Or, il est impossible pour nous de la démentir sans l'ombre d'un doute parce que la réalité est que personne, sauf le coroner qui enquête toujours, ne saura dire exactement ce qui a causé le décès de l'adolescente. Et c'est marqué ici, pour n'importe quelle injection, vous ne pouvez jamais être à 100% sûr que 6 mois, 1 an, 2 ans ou 5 ans plus tard, il n'y aura pas d'effet secondaire qui va surgir. De vous dire que je suis sûr à 100% qu'on ne verra pas d'effet secondaire, ce serait de vous mentir. Comme on ne peut pas être à 100% certain de n'importe quoi. Et là, ça c'est une citation, c'est marqué, explique le professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et spécialiste en virologie, Benoît Barbeau. Donc j'apprécie son opinion parce qu'elle est nuancée. Donc là, c'est sûr qu'il nous dit que c'est sûr qu'il fait allusion au cas. Cette réalité ne devrait toutefois pas être exagérée, utilisée pour alimenter des discours donc anti-injection, nuance Benoît Barbeau. La quasi-totalité des effets secondaires des injections sont mineurs et sont ressentis à court terme. En général, les autorités de santé parlent de délai de 6 à 8 semaines après l'injection. Donc là, on parle d'injection en général. Puis, ce qui est intéressant aussi à travers ça, c'est de voir le phénomène social se rattachant là, à cette histoire de cette jeune fille qui a beaucoup d'impact au Québec. Donc, il est marqué ceci. Une histoire qui alimente les anti-injections. Si certaines figures du mouvement anti-injection ont carrément lié le décès de l'adolescente aux injections, d'autres se sont montrés plus prudents. L'une des publications les plus virales sur le sujet, qui a été partagée plus de 2600 fois, n'a pas définitivement établi de lien direct, mais a tout de même profité de l'occasion pour mettre en garde le public des supposés dangers de l'injection et décrier la tenue d'une campagne d'injection à l'école Louis Riel. La récupération de cette histoire par la personne opposée à l'injection ne surprend guère l'anthropologue médical Ève Dubé, qui étudie le mouvement anti-injection à titre de chercheuse à l'INSPQ. Donc, par rapport à ça, ce qu'elle dit, ben, c'est sûr qu'elle nous met en garde contre le biais cognitif consistant à accorder de l'importance aux informations qui confirment nos idées et à rejeter celles qui les remettent en question afin de rationaliser nos croyances. Autrement dit, le danger, c'est le biais cognitif qui consiste à sélectionner l'information en fonction de ce qui nous fait plaisir, ce qu'on croit, en fonction de nos croyances. Puis là, à ce moment-là, dans le fond,
en venir à propager de la désinformation. Fait que c'est sûr que tout ça est délicat et nous ramène au principe qu'a abordé plusieurs scientifiques sur l'importance du doute méthodique en sciences ou de Bernard de Montréal qui parlait de l'importance de ne pas croire. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a un préjugé contre l'injection puis il tombe sur cette histoire, ben, il va dire « Ah, ben ça y est, c'est une confirmation que l'injection a causé la mort d'une jeune fille, alors que, en réalité, tant qu'il n'y aura pas d'autopsie qui est faite, c'est prématuré d'en venir à ce type de conclusion sur le plan empirique. » D'où l'importance de ne pas croire. Fait que là, l'objectif de cette présentation en lien avec ce cas, c'est sur l'importance de ne pas se laisser facilement polariser dans un sens ou dans l'autre. Sinon, ce que je voulais rajouter, parce que je me suis dit tant qu'à profiter de l'occasion de vous parler, c'est de faire attention de la polarisation médiatique, parce que là, si vous allez sur le site du Journal de Montréal, c'est marqué passeport sanitaire, les anti-vax, les anti-injections font mal au commerce. Donc là, dans l'article du Journal de Montréal, le titre, ce qu'il nous dit, c'est que les gens qui sont opposés, c'est à cause d'eux autres que les commerces vont mal, là. Donc, ce qu'ils disent, là, c'est que les commerçants vont déjà moins de clients là, à cause de l'imposition là, du passeport. Et c'est sûr que par rapport à ça, il faut faire attention parce que dans l'article, on dit que c'est à cause d'eux autres. Là. Vous voyez, c'est eux autres qui font mal au commerce. Là. C'est comme eux autres qui nuisent au commerce. En réalité, quand vous lisez l'article, certains établissements ont noté une baisse de 50% d'achalandage hier. On parle d'une baisse d'achalandage à cause de ça. C'est sûr que ça nuit au commerce, mais c'est pas les gens qui sont opposés à l'injection qui nuisent au commerce. C'est plutôt la mise en place du passeport qui fait en sorte que ceux qui ne sont pas injectés ou qui s'y opposent ne vont plus dans les commerces. Mais peut-être qu'en réalité, ces gens-là ne cherchent pas en tant que tel à nuire au commerce. Ils sont tout simplement intéressés à ne pas se faire injecter une substance dans le corps. Et c'est ça leur intention. Fait que là, leur prêter des intentions que ces gens-là veulent nécessairement nuire au commerce, mais non, j'en viendrai pas à cette conclusion-là. Puis il y a probablement plusieurs personnes d'entre eux qui, en réalité, ont diminué l'achalandage des commerces parce qu'ils ne peuvent plus y aller parce qu'ils ne sont pas injectés tout simplement. C'est pas parce ils sont contre les commerces ou veulent nuire au commerce, c'est parce qu'ils ne peuvent plus y aller tout simplement. Donc, il y a des nuances importantes à faire. Et des fois, dans les médias de masse, on ne les a pas, ces nuances-là. Donc, il faut faire attention. Sinon, je voulais terminer donc, cette petite capsule audio en commentant. Je dis audio, mais en réalité, c'est une capsule vidéo aussi parce que vous voyez de l'image pendant que je vous parle en commentant l'article suivant. Donc, Dubé maintient sa position sur l'injection obligatoire des travailleurs de la santé. Présentement au Québec, au moment où je vous parle, là, ça crée beaucoup de tensions. Et c'est à travers cet article-là qui a été publié dans Le Devoir, en particulier la citation de François Legault qui est présent, qui m'a fait sursauter en lisant l'article de ma chaise. Donc, il dit ceci. « Moi, si j'étais patient dans un hôpital, je n'accepterais pas qu'une infirmière non injectée soit proche de moi. » Fait que là, on est rendu avec un premier ministre au Québec qui, ouvertement, dit qu'il n'accepterait pas, là, en réalité, ça reviendra au principe de se faire soigner là, s'il était un patient à l'hôpital par une infirmière non injectée. Et là, ça, c'est une forme ouverte de discrimination. Si au lieu de personnes non injectées, on aurait parlé d'une personne noire, si on aurait parlé d'une autochtone, si on a parlé d'une personne qui est musulmane, une personne qui est juive, une personne qui est homosexuelle, puis François Legault a dit « Moi, je refuse d'être servi par une personne parce qu'elle est noire, parce qu'elle est homosexuelle, parce que la personne appartient pas à la même religion que moi ou d'autres critères discriminatoires. » Les gens auraient crié au scandale, ça n'a pas de bon sens. François Legault, il n'y a pas d'allure de dire ça. Mais comme c'est par rapport à une personne non injectée, dans les médias,
à l'heure actuelle, j'ai vu aucun journaliste créé au scandale par rapport à cette citation qui, dans le fond, cherche à inviter les Québécois à son image à exiger, en réalité, d'être soignés par des infirmières qui sont injectées, puis s'il y en a une qui n'est pas injectée, non. Moi, je voudrais pas là, qu'elle soit proche de moi au cas où qu'elle me contamine, donc ça sous-entend, je voudrais pas qu'elle me soigne. Donc, de légitimiser ça, parce que, quelque part, lui, c'est le premier ministre du Québec, là, fait que c'est sûr que ses propos ont quand même un impact au niveau de la population québécoise. Donc, de légitimiser la discrimination, parce qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de se modéliser sur ses propos. Donc, si François Legault, il dit « Moi, je veux pas... à quelque part être soigné par une infirmière non injectée, bon, ben la personne qui voit ça dans les médias, puis qu'il n'y a aucun journaliste qui s'oppose à ça dans les médias de masse ou qui cherche à contextualiser l'information, ben ils vont dire « Ah, ben c'est ce qui est souhaitable. » Si le premier ministre le dit, ben moi aussi, hein, quand je vais aller à l'hôpital, je vais demander à l'infirmière « Êtes-vous injecté, madame? » Puis si vous n'êtes pas injecté, ben écoutez, je vais être soigné par une autre infirmière. Et ça pourrait avoir des conséquences où les gens vont, à travers cette citation-là, trouver sens à de la discrimination qui, si ça serait par rapport à d'autres choses, comme l'orientation sexuelle, la religion, la couleur de la peau, ne passerait pas, ne serait pas jugée acceptable. Et la différence entre les deux, c'est qu'au niveau historique, que ce soit au Québec, dans différents pays en Europe, un peu partout sur la Terre, il y a eu des problèmes de discrimination importantes. On l'a vu avec la discrimination avec la couleur de la peau, où des gens d'une couleur de peau, donc vous ne voulez pas que les gens d'une autre couleur de peau aillent au même restaurant. On l'a vu avec l'apartheid, entre autres, en Amérique, pas en Amérique, oui, au sud de l'Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis, où il y avait des restaurants où les gens de couleur là, n'étaient pas admis. Mais on a vu l'apartheid naturellement là, en Afrique du Sud par rapport aux Noirs. Donc, il y a un antécédent historique de traumatisme en lien avec l'apartheid. Fait que là, ça, c'est clair que ça ne serait pas socialement acceptable. Mais comme on n'a pas d'antécédent historique de traumatisme en lien avec la question des non-injectés, parce qu'historiquement, la discrimination par rapport à l'injection, c'est tout à fait récent. Dans l'histoire de l'injection, d'injecter des gens de masse, c'est quelque chose qui remonte à quelques décennies. Là. Il n'y avait pas ça, il y avait 200 ou 300 ans. Là. Donc, c'est nouveau au niveau de l'histoire humaine. Alors que la discrimination raciale, ça, vous avez une histoire là, sur plusieurs siècles, naturellement. Donc, c'est nouveau. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que, à quelque part, il n'y a pas beaucoup de levée de bouclier ou d'opposition par rapport à ça dans les médias de masse, étant donné que les gens n'ont pas souffert. Par contre, si, à cause de la passe sanitaire, il y a des gens qui souffrent pendant 10, 20 ou 30 ans, bien là, peut-être qu'à ce moment-là, ça va devenir moins acceptable, là, ce type de discrimination sur le plan de ce qui va être véhiculé là, par les journalistes, les éditorialistes dans les médias de masse. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le contexte actuel de manque de personnel, dans le domaine de la santé, on parle qu'il manque des infirmières ici au Québec et puis que suite à l'obligation de l'injection, il y en a plusieurs là, qui ne travailleront plus à partir du 15 octobre, qui vont tomber en congé sans solde. Bien là, je trouve ça quand même très particulier que François Legault invite les gens quelque part implicitement dans son commentaire, dans le fond, quelque part, si les gens prennent exemple sur lui, à vouloir avoir des infirmières ou des membres du personnel soignant là, qui soient dûment injectés, alors qu'en réalité, il manque de personnel. Fait que là, quand il manque de personnel, habituellement, tu ne fais pas la fine bouche. Donc, je trouve ça particulier comme comportement. Pourquoi que j'en fais des captures vidéo? Parce que je suis dépassé par rapport à ce qui se passe. Puis, ce commentaire-là, en termes de portée historique et de légitimisation sociale de la discrimination par rapport à une partie de la population non injectée, est très lourd de conséquences. Donc, on a un premier ministre qui légitimise de faire preuve de discrimination envers les non injectés. C'est sûr que là, les gens ne montent pas à barricade parce que c'est pas par rapport à des questions là, d'autres éléments de discrimination qui ont occasionné des hautes souffrances à l'histoire, mais ça peut amener beaucoup de préjudices
Donc, ce type de discrimination-là. Et à quelque part, ça peut amener toutes sortes de discours, hein, de culpabilisation des gens non injectés, voire des propos haineux à leur égard, et ainsi de suite. Donc, ça ouvre la porte à quelque part, de voir les gens non injectés comme étant les moutons noirs de la société. Et on sait que ça peut terminer très mal, surtout lorsque les autorités officielles légitimisent des formes de discrimination. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui. C'était mon commentaire sur l'actualité présente au Québec, donc avec quelques articles que vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement. Donc, écoutez, comme je le dis depuis le départ par rapport à tout ce qui est présenté comme information, l'important, c'est de faire la part des choses. Personnellement, je ne suis pas pour ou contre l'injection. Je suis plutôt pro-choix. Et donc, l'important pour moi, c'est de regarder les choses avec nuance. Et je trouve ça particulier au niveau médical qu'on cherche à imposer l'injection mur à mur auprès des travailleurs du domaine de la santé, alors que précisément, dans le fond, de mettre une mesure mur à mur au niveau de la santé, donc de manière systématique à tout le monde. Donc, présentement, on se dirige vers ça au Québec, comme dans plusieurs pays, imposer l'injection aux travailleurs de la santé. Ensuite, on parle aussi aux travailleurs de l'éducation. On parle aussi de l'imposer par rapport à des enfants de plus en plus bas en âge. Donc, de vouloir injecter tout le monde, ça revient à vouloir faire un traitement médical de manière systématique à tout le monde, alors qu'en réalité, dans ma conception puis de ma compréhension de l'évolution de la médecine, ce qui est appelé à être dans l'avenir, c'est une médecine de plus en plus individualisée qui va tenir compte des particularités du patient. Donc, de ses caractéristiques personnelles, de ses antécédents médicaux, au niveau génétique, par rapport aux membres aussi de sa famille. Donc, plusieurs variables pour que le traitement soit ajusté à son individualité, alors qu'on ne va pas du tout vers ça avec ce type de mesures qui visent à amener tout le monde à être injecté, là, peu importe l'âge, et ainsi de suite, là. Donc, en tout cas, je trouve ça spécial là, parce que, dans le fond, ça ne tient pas compte nécessairement des paramètres individuels. Et pour certaines personnes, sur le plan individuel, ça peut être très bien, les injections, mais il y en a peut-être d'autres qui ont des conditions médicales que ça peut faire en sorte que ça va avoir une incidence à l'égard des effets secondaires là, qu'ils vont avoir là, suite à ça. Donc, c'est pour ça que par rapport à toute mesure qui veut être mise en place mur à mur, moi je dis qu'il faut être prudent. Il faut faire attention parce que, à quelque part, certaines parties de la population peuvent payer le prix. Donc, si on impose un traitement à tout le monde mur à mur, il y en a qui vont bien réagir, d'autres non, mais c'est du cas par cas. D'ailleurs, au niveau psychologique, on va avoir, par exemple, des psychiatres qui vont ajuster le dosage de la médication en fonction du patient. Donc, par exemple, un psychiatre prescrit des antidépresseurs à quelqu'un et dans les jours qui suivent, il va faire un suivi pour voir comment que la personne réagit, pour voir s'il faut qu'il diminue ou augmente le dosage. Et ça, c'est un exemple de médecine individualisée. Tandis que le mur à mur, ben, c'est dire, la personne est en dépression, on prescrit telle quantité, puis c'est peu importe la personne, la minute qui est en dépression, on prescrit à tout le monde la même quantité. Ça, c'est du mur à mur. Et dans certains cas, on peut tomber pile, oui, c'est ajusté en fonction de la personne, tandis que dans d'autres cas, bien, ça peut être sujet à discussion là, naturellement. Donc, c'est sur ces considérations que je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute comme à l'habitude et vous dis à bientôt. Au revoir.